c'est bien. Donc, on a le plaisir de la voir ce soir et ces livres se trouvent à l'entrée aussi une partie, parce qu'il en a fait une quantité aussi. Donc, vous allez avoir les meilleurs qui sont à l'entrée, là. Oui, ça... les plus récents. Allez. En tout cas, celui surtout pour qui je... Celui-là qui est le plus intéressant pour la soirée. Donc, vous pouvez les trouver à l'entrée. Et ce soir, bon, moi je ne vais pas être long. Je lui laisse la parole parce que je ne connais pas très bien le sujet. Il les connaît mieux que moi, je ne vais pas parler à sa place. Donc, c'est pour ça. Mais on a rendez-vous après son discours à faire un débat et j'espère que tout le monde participera et elle sera un bon débat, une bonne discussion. Donc, je laisse la parole tout de suite à Sébastien. Inch'Allah, voilà, c'est le mot. Merci Najib d'abord de m'avoir invité. Merci à Alpha, puisque ça fait quelque temps qu'on échange et comme je disais, Liège n'est pas forcément sur mon chemin le plus direct, mais je suis déjà venu plusieurs fois à Liège. Et je suis ravi d'être là avec vous ce soir pour essayer de discuter, ou en tout cas d'esquisser quelques pistes de réflexion sur un sujet qui me tient à cœur et qui devrait d'ailleurs tenir tout le monde à cœur, à commencer par nos dirigeants et à commencer évidemment par ce que j'appellerais de manière générique les politiques, sans faire du populisme ou quoi que ce soit, mais par facilité de langage. Alors comme vous le voyez, je suis tout seul, mais a priori nous sommes deux, puisque nous avons coécrit ce livre qui s'appelle « Lettres pour les jeunesses arabes », et je vais m'expliquer sur le titre immédiatement avant, heureusement vous n'avez pas la parole tout de suite, c'est moi qui parle, mais avant les remarques, les insultes ou je ne sais quoi, parce que c'est un titre qui nécessite quelques explications. Je l'ai coécrit, en tout cas j'ai lancé l'idée il y a 1 an et demi, suite ce qu'on peut appeler l'échec des printemps arabes, échec entre guillemets et printemps entre guillemets, d'ailleurs arabe aussi en réalité. J'avais suggéré à un de mes éditeurs, Éric Bonnier, qui bosse beaucoup sur le Moyen-Orient, de faire une forme de manifeste. De faire un manifeste pour dire à un moment que cela suffisait, que des processus de changement se passent dans la région du Moyen-Orient, que ces processus violents ou pas, légitimes ou pas, se passent souvent sous l'inspiration d'une certaine catégorie de population, en l'occurrence les jeunesses, avec un S, et que beaucoup de ces jeunesses se retrouvent dépossédées des fruits de leur travail, entre guillemets, de leur révolte, de leurs moyens d'expression, de leur désespoir, de leur déception, d'une partie de leurs échecs dans les pays dans lesquels ils vivent. Et la question était de savoir avec qui l'écrire. J'avais déjà discuté avec Azouz Begag sur Facebook. Donc Azouz Begag est sociologue, chercheur au CNRS. Il a écrit un roman il y a maintenant, il était jeune à l'époque, je pense il y a 20 ans, il a écrit Le Gaune du Shabbat, l'histoire de ce petit jeune qui naît dans un bidonville à Lyon et qui se trouve être en partie inspiré de sa vie, son œuvre. Et ce Gaune du Shabbat a fait son petit chemin puisque ce livre aujourd'hui est reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et a été vendu à près de 15 millions d'exemplaires dans le monde avec des traductions. Et Azouz Begag a eu un parcours relativement atypique, ce qui me plaît en général, des rebelles qui jonglent entre le hors-système et le système et qui essayent de faire changer à leur échelle les choses à l'intérieur où bientôt on va finir dans le noir complet. C'est intime, c'est sympa. Qu'est-ce que vous préférez, pleine lumière ou pas? En fait, moi je préférais les lumières du tout début parce que je l'ai bien bronzé, je suis content du coup. Mais ça équilibrait un peu entre pour les yeux, j'avais vraiment que les spots.
Ouais, voilà, là c'est plutôt chouette. Merci Alpha. Et donc je trouvais intéressant dans la personnalité d'Azouz Bega, qui a été sociologue, qui est passé par le CNRS, qui a écrit des romans, qui se mettait à faire des pièces de théâtre. Il s'est retrouvé en 2005 nommé ministre à la promotion et l'égalité des chances dans le gouvernement de Villepin, et il s'est retrouvé rapidement en confrontation avec, je pense que son nom vous dit quelque chose, un certain Nicolas S. Il s'est retrouvé rapidement en tension avec ce monsieur, ministre de l'Intérieur, puis président de la République, futur, et les tensions étaient extrêmement fortes sur évidemment la réflexion autour de la question dite de l'intégration, dite de l'égalité, et dite de la promotion et de l'égalité des chances. Et la manière dont Azouz Begag, à la fois en tant que ministre, s'est battu de l'intérieur, les tensions étaient claires sur les positions de Nicolas Sarkozy. Vous vous en souvenez, ça s'est passé par l'histoire de la racaille, c'est passé par l'histoire du Karcher. Azouz Begag avait fini par se retrouver, avoir le sentiment d'être, passez-moi l'expression, mais c'est la réalité, l'arabe de service au milieu du gouvernement. Et l'histoire, finalement, s'est achevée sur un départ, et donc il aura été ministre 2 ans, 2005-2007. Ce qui est intéressant, c'est à chaque fois que ce soit l'entrée de ce type de personnage dans la société civile, de la société civile vers un gouvernement qui essaye de faire évoluer les choses sur ces questions extrêmement sensibles d'identité, mais également d'intégration, entre guillemets, se solde souvent par un échec. Et je crois que d'autres personnes et d'autres, ce que l'on appelle des ministres issus de la diversité, ou des diversités, ont essuyé notamment en France, qui est un peu différent en termes de promotion et d'accession à l'espace politique pour la Belgique. En tout cas, je vis depuis 10 ans en Belgique. Le peu que j'ai compris du système politique belge, j'ai au moins compris un de ces aspects-là. On y voit évidemment, enfin je pense, un peu plus de facilité d'accès aux personnes et aux Belges dites issues de la diversité. Et ça, je trouve ça plutôt chouette, c'est encore un peu plus compliqué en France. Alors, tout ça pour dire et pour introduire Azouz Bega, qui, comme vous le voyez, n'est pas là ce soir, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir raconter son parcours. Alors, le livre et le titre, qui a changé à peu près 4 ou 5 fois. L'idée était de lancer un manifeste, ou en tout cas une lettre, ça s'est soldé sur une lettre, à destination des politiques, et on l'a appelée Lettre pour les jeunesses arabes, non pas parce que, ce qu'on peut peut-être imaginer au début, nous, du haut de notre piédestal ou je ne sais quoi, on allait adresser un message aux jeunesses arabes. Nous n'avons aucune prétention là-dessus. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est un diagnostic avec quelques réflexions à destination des politiques. Et j'ai fait une intervention à Essaouira il y a 10 jours dans le cadre d'un forum dont je reparlerai tout à l'heure, le Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders. Le titre était, et c'est là-dessus que je vais développer immédiatement, faire des jeunesses avec un S en Méditerranée une priorité politique. Donc c'est un peu l'objet de ce que je vais développer maintenant. L'idée est à la fois d'expliquer et de montrer comment, que ce soit au nord ou au sud de la Méditerranée, si rien n'est fait d'urgence pour permettre à ces jeunesses d'assurer une forme de relève générationnelle, on risque fortement d'aller dans le mur et dans des situations personnelles ou collectives beaucoup plus graves que celles qu'on a connues jusque maintenant. Au-delà d'un ou deux Mohamed Bouazizi par exemple, on en aura bien plus, ou au-delà de d'autres personnages comme Laouej, Boulel Laouej, celui qui a commis l'attentat à Nice, on risque d'évoluer et de glisser vers des formes de désespoir diverses et variées entre le nord et le sud, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, si à un moment ou à un autre on n'a pas effectivement la possibilité pour l'ensemble de ces jeunesses dans leur diversité de s'exprimer, d'exister, de pouvoir réaliser leur projet de vie et de pouvoir finalement avoir ce sentiment que la société dans laquelle ils vivent, la société dans laquelle ils sont nés, les accepte, les reconnaît et leur offre les mêmes chances qu'à tous les autres. Et ce n'est pas tout à fait malheureusement le cas. Alors, jeunesse arabe, c'est un titre générique. Cela concerne évidemment une grande partie des jeunesses en Méditerranée. Je sais le drame autour de la notion et du débat autour des notions de ce que couvre le terme d'arabe, le terme de musulman, le terme de population issue du monde arabo-musulman
qui sont toutes dans leur diversité, depuis les chrétiens jusque, je ne sais pas, certains courants dissidents, comme je pense aux Baha'i par exemple, ou les Ahmadis, ou d'autres courants religieux et spirituels et culturels, que ce soit les juifs ou que ce soit les juifs ou que ce soit, voilà, ça va me revenir. L'idée était de pouvoir essayer d'englober et de pouvoir traiter de l'ensemble de cette diversité. Alors, jeunesse arabe, ce message est évidemment destiné, à travers un certain nombre de pistes de réflexion que j'esquisserai à la fin, de permettre aux classes politiques de se saisir de cette question, encore une fois, que ce soit au nord ou que ça soit au sud. Sinon, notamment cet épisode, par exemple, des printemps arabes, risque de survenir de nouveau, comme, je fais une comparaison rapide, mais je pense que vous comprendrez, comme la révolte ou les révoltes des banlieues en France, c'est-à-dire des processus violents qui surviennent souvent dont on ne sait où, même si on sait qu'il y a un passif et qu'il y a un certain nombre d'éléments qui conduisent au processus de révolte, mais comme les processus de révolte et de rébellion ont souvent tendance à apparaître et disparaître, et le phénomène des révoltes de banlieue en 2005 est extrêmement significatif pour ça, puisque à la fois les mouvements ont explosé, entre guillemets, et ont disparu très rapidement pour tout un tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir plus tard. Alors, l'importance des jeunesses en Méditerranée, elle est avant tout, et déjà d'un point de vue démographique. Au-delà du fait que la question des musulmans arabes soit 1,5 milliard dans le monde et qu'il y ait 300 millions d'habitants uniquement pour le monde arabe, l'importance est de se concentrer, ce que je vais faire là, sur la Méditerranée. Donc je ne vais pas me concentrer sur les jeunesses musulmanes ou caucaises, je me concentre sur cette partie de la Méditerranée, sans évidemment oublier qu'une grande partie de la population musulmane aujourd'hui a largement glissé vers l'Est, et qu'on a aujourd'hui à peu près autant de musulmans en Indonésie que dans le monde dit arabo-musulman. Cela dit, ce monde méditerranéen, il est intéressant évidemment de s'y concentrer et de s'y intéresser, parce qu'il représente l'une des plus grandes richesses et l'une des plus grandes diversités ethniques, religieuses et culturelles. C'est ce bassin où tout est né, c'est ce bassin où toutes les grandes civilisations se sont développées, et c'est finalement où tout revient. Aujourd'hui, quand on est dans des situations politiques extrêmement tendues et qui glissent vers des situations de guerre, on voit qu'aujourd'hui, parmi les plus gros conflits ouverts, les plus grosses déstabilisations de pays, tout tourne autour de la Méditerranée, pour toute la question de la diversité que j'ai évoquée, mais également pour la question des richesses ou des intérêts qu'ont les pays occidentaux dans leur zone d'influence, ou pour certains dans une zone d'influence un peu plus éloignée. Je crois qu'il est évidemment intéressant de se pencher sur cette question, parce que quand on s'intéresse aux chiffres de la Banque mondiale, on comprend bien qu'on ne peut pas aujourd'hui traiter cette question euro-méditerranéenne, que je le fasse d'un point de vue institutionnel ou qu'on le fasse d'un point de vue politique, en écartant complètement la question des jeunesses. Il faut savoir, si je prends les derniers chiffres de 2017 par exemple, on a, à titre de comparaison, pour les pays que je vais vous citer, c'est le pourcentage de moins de 15 ans dans chacun des pays que je vais évoquer. À titre de comparaison, en France, on a 18% de la population qui a moins de 15 ans. Au Maroc, on a 27% de la population qui a moins de 15 ans. En Tunisie, on en a 24%. En Algérie, on a 29% de cette population. En Arabie Saoudite, on a 25%. En Libye, on a 28%. Et puis ça monte petit à petit. En Égypte, on a 33%, donc un tiers de la population égyptienne qui a moins de 15 ans. 40% de la population irakienne qui a moins de 15 ans. 36% du côté de la Jordanie. Et puis si on va sur les pays de la zone d'influence méditerranéenne en descendant un petit peu, on arrive à des pourcentages comme 48% au Mali, 44% au Nigeria, ou si on s'éloigne sur des zones de tension, et puis peut-être que d'ailleurs il y a un lien en réalité, on a une société afghane par exemple, là je suis sur le pan
évidemment de l'extrême-orient, on a une population de 43% de moins de 15 ans. Et si je prends, et c'est un exemple plus tragique, et qui me paraît aussi important, et vous allez comprendre pourquoi j'évoque celui-là et les conséquences que cela peut avoir sur une situation politique donnée et à venir, vous avez aujourd'hui au Yémen 40% de la population qui a moins de 15 ans. Ça veut dire que vous avez 40% de la population qui va être une génération de traumatisés, de personnes avec des déficits, s'ils ne sont pas morts, avec des déficits de tout ordre, comme ça a été le cas en Irak par exemple, quand il y a eu l'embargo pétrole contre nourriture. Il ne faut quand même pas oublier que George Bush a sur la conscience, mais il oublie, et la communauté internationale aussi, à peu près 1 million de morts sur la conscience, puisque ce programme pétrole contre embargo a généré des morts, puisque ces populations se sont retrouvées en carence alimentaire, se sont retrouvées en manque de médicaments, toutes les questions qui sont liées évidemment depuis l'urgence pédiatrique jusqu'aux soins médicaux, et vous avez des générations de jeunes de moins de 20 ans qui sont nés et qui ont grandi dans des situations de déficit et de troubles qui peuvent être de l'ordre psychologique ou physique ou cocaisse, et qui, vous comprendrez, sont évidemment un problème pour une société qui veut se développer de manière normale, entre guillemets, apaisée, et qui peut permettre ensuite, au-delà de la situation politique, d'assurer un avenir pour ces populations-là. Je cite un autre exemple qui est aussi extrêmement symbolique, qui se trouve être dans une poudrière, c'est à Gaza, vous avez 60% des Gazaouis qui ont moins de 20 ans. Ça veut dire aussi que dans cette situation-là, au-delà de la confrontation entre Israël, dans une autre vie, je me suis intéressé à cette question, entre Israël et le Hamas, ce sont des générations de Gazaouis qui évidemment grandissent dans la difficulté, dans les privations. Je crois que vous avez fait suffisamment d'événements ici sur ces questions-là. Je vois une affiche au fond derrière Naji, l'Israël boycott, mais au-delà de la réflexion autour de ça, vous avez des milliers de jeunes Gazaouis qui sont nés, qui ont grandi dans des frustrations terribles. En 2014, j'avais pondu un petit bouquin qui s'appelait Gaza, j'en ai même oublié le titre, vous voyez, Gaza, la déchirure, quelque chose de ce genre-là. Et il y avait dedans des chiffres qui expliquaient que tous ces jeunes Gazaouis, au moment des opérations, toutes les opérations d'Israël de 2008 jusqu'à 2014, vous aviez à peu près la moitié des jeunes de moins de 15 ans qui avaient vu la mort en face, qui avaient vu la mort d'un proche, qui avaient vu un missile détruire leur maison, et qui avaient vu finalement des situations tragiques, évidemment, dont nous sommes ici confortablement préservés, mais ça, je crois que c'est extrêmement important. Ça, c'est un élément important sur lequel je veux revenir à chaque fois, c'est que les situations conflictuelles dans lesquelles est plongé le Moyen-Orient génèrent évidemment des situations à l'avenir extrêmement explosives pour des centaines de milliers de personnes qui sont nées dans ces contextes politiques extrêmement complexes. Alors, sans aller jusqu'à l'extrême de ce que je vous ai évoqué, aujourd'hui, quand on parle des jeunesses méditerranéennes, ou des jeunesses arabes en Méditerranée, que ce soit au nord comme au sud, je pense qu'il y a un certain nombre de raisons multiples du malaise, de la question de l'identité arabe notamment. Je crois que, et c'est ce qu'on a pu constater notamment sur les printemps arabes, il y a un problème de transition générationnelle, comme je le disais au début, et de défiance. Je suis persuadé qu'une des actions les plus importantes que doivent faire nos politiques aujourd'hui, et là je serai un peu plus concentré, enfin c'est valable au nord, mais je serai un peu plus concentré sur les pays comme la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, malheureusement oublions pour l'instant, ou l'Algérie, oublions un petit peu moins, mais bon, c'est pas non plus terrible. C'est comment passer le relais en toute confiance. Comment est-ce que des vieux dirigeants, comment est-ce que des hommes politiques qui sont à la tête du pays, qu'ils soient ministres, qu'ils soient présidents ou je ne sais quoi, peuvent passer ce relais. J'ai ce sentiment qu'il y a une véritable inquiétude, et je pense que pendant le débat on pourra y réfléchir, en tout cas je serais content d'avoir votre avis. Il y a toujours un peu cette idée que la jeunesse est fougueuse, instable, pleine d'idéaux, que ça la pousse à faire des choses irrationnelles, irraisonnées ou coquesses.
Et pourtant, ces jeunesses sont de plus en plus diplômées, de plus en plus éduquées, de plus en plus cultivées. Ça veut dire qu'il y a un blocage quelque part, un peu comme une sorte de cocotte minute, où vous avez des gens qui potentiellement peuvent se construire des projets de vie, peuvent avoir les diplômes pour le faire, et puis à un moment, c'est l'impasse. Qu'est-ce que je vais faire avec mon master que j'ai eu à HEC à Tunis, Carthage, si je galère pour mon visa de long terme pour essayer d'avoir un job, par exemple, au nord de la Méditerranée. Ça suppose que de toute façon, j'ai envie de me casser. Qu'est-ce que je peux faire si je suis un jeune qui a un projet pour faire une start-up, par exemple? Alors Molenbeek est peut-être le mauvais exemple, mais tous ces jeunes qui ont voulu faire des start-up à Molenbeek ont réussi par un soutien politique qui a circulé d'ailleurs depuis dimanche dernier, réussi à donner la chance à un certain nombre de jeunes de la ville qui a été, c'est rien de le dire, décriée et qui est devenue pratiquement la capitale mondiale du djihadistan, pour faire simple. Comment on a réussi, par un certain nombre de politiques, sur cette période-là, 2017, à porter les jeunesses de Molenbeek à l'étranger avec ce projet extrêmement novateur en termes de numérique et de projets type, je pense au Fab Lab par exemple en France, la possibilité de monter des projets de start-up, etc., avec des impressions 3D, etc., pour permettre à ce que ces jeunes de Molenbeek puissent donner un exemple positif de leur ville, puissent être présentés comme un modèle de relève générationnelle qui n'est pas juste condamné, si on écoutait les populismes et la doxa, à je ne sais quoi, ou aller poser des bombes ou accueillir tout un tas d'extrémistes divers et variés. La question fondamentale que l'on a, il y a plein de questions fondamentales, mais la question fondamentale qu'on a développée avec Azouz, c'est évidemment cette question du problème de l'identité. Je crois qu'elle se partage aussi bien au nord qu'au sud. La question reste ouverte. Je pense que chacun qui est concerné peut apporter son élément de réponse. Mais qu'est-ce qu'être arabe aujourd'hui est une question ouverte, avec plein de choses enrichissantes, intéressantes. La question est, et ça c'est dans un des passages qu'Azouz développe et que je trouve vraiment intéressant, et qui pourrait paraître provoque de l'extérieur, mais bon, je suis face à un public éclairé, donc il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, a-t-on des raisons, quand on est jeune arabe, a-t-on des raisons d'être fier d'être arabe? C'est-à-dire la pression, les préjugés, les clichés, tout ce qu'on entend la terre entière, comment se construit-on aujourd'hui une identité positive d'arabe? C'est une vraie question. Comment se construit-on une idée positive de musulman? C'en est une autre. Comment se construit-on une identité dite orientale? Si je dis orientale, c'est parce que là, je me suis penché dans le bouquin France-Belgique, la diagonale terroriste, sur tous les éléments, et je vais revenir, qui font que certains jeunes, à un moment, ont pu se retrouver dans des crises identitaires extrêmement compliquées, notamment quand vous avez des parents qui viennent du Maroc, qui viennent du Rif, qui viennent de l'immigration marocaine de 64 à travers l'accord d'immigration, qui arrivent en Belgique et qui sont a priori berbères, et qui par l'opération du Saint-Esprit et je ne sais quoi, deviennent arabes. C'est-à-dire comment on arrive, et comment les Européens, comment les politiques arrivent à mettre dans le même sac des populations qui sont riches de leur diversité, qui viennent du Rif, qui sont berbères, et qu'on arrive à transformer en arabes, obscurantistes, portant la burqa, étant tous salafistes à minima, allant tous voter pour le parti islam ou quoi au caisse. Ça, je crois que c'est un élément extrêmement intéressant sur la dépossession de sa propre identité. C'est-à-dire que quand il y a eu notamment les attentats, on a dit waouh, c'était tous des Rifins, ils étaient tous originaires du Rif. Je me souviens de l'article de Pierre Vermeyren dans Le Monde, par exemple. Je crois que ce n'est pas un gros mot de le dire, mais c'était ce que j'ai fait dans un article qui est paru dans la revue Le Débat au mois de février. C'est d'essayer d'expliquer les liens entre diaspora marocaine, délinquance, belge d'origine marocaine, délinquance et radicalisation.
Et là, quand on penche et quand on se creuse un peu la tête et qu'on réfléchit à tous les mécanismes, j'en reviendrai plus tard, on comprend un peu mieux, et du coup ça permet d'un peu mieux saisir aussi cette question de l'identité. Quand on fait passer les riffins pour des dangereux, qui sont un peu violents, qui sont tous barbus ou voilés ou salafistes ou je sais pas quoi, il faut que des personnes puissent aussi réexpliquer qu'une double identité, c'est bien là le drame, c'est que quand on a une double identité, on n'est ni de l'une ni de l'autre, on n'est d'aucune, ou on est des deux. C'est-à-dire que quand vous êtes belge d'origine marocaine, vous êtes le Marocain ici, et quand vous arrivez au bled, allez voir la famille, les amis, etc., vous êtes de toute façon l'Européen, le Belge qui a réussi, blablabla, etc., et je vous épargne tout le détail de l'affaire. Ça veut dire qu'on n'est jamais celui qu'on prétend être, et on est dépossédé d'une partie de son identité. Et je cite toujours l'exemple du RIF en particulier. Bon, il n'y a pas que des choses glorieuses dans le RIF, mais bon, c'est soutenu par différents éléments, on va en parler après. Mais la République, le RIF, a généré de 1902 à 1926 la République indépendante du RIF en défiance à Rabat, qui était la première, et d'ailleurs, oui, une des premières, enfin la première, la République indépendante laïque du RIF d'Abdelkrim el-Khattabi. Alors, on a des personnes qui sont originaires du RIF qui étaient parmi les premiers à être plutôt dans des processus laïcisants au Maroc au début du XXe, et arrivé ici, on arrive à les transformer, etc., en tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. La vraie question, c'est ce qui se passe d'ailleurs aussi pour les Palestiniens, c'est la dépossession de la voix, la dépossession de l'identité. Vous avez des gens qui parlent en votre nom, et puis après, de toute façon, vous n'avez pas forcément accès à l'espace. Ça, c'est les jeunes des Saouira, par exemple, qui m'expliquaient leurs affaires quand ils avaient des associations ou quand ils essayaient de franchir le seuil de verre politique dans leur pays. Là, ça devient extrêmement compliqué. Et si vous n'avez pas la voix, c'est les gens qui parlent à votre place, et c'est toute la difficulté de ces jeunesses pour aujourd'hui essayer d'exister, que ça soit au nord ou que ça soit au sud. Problème d'identité, on peut revenir à vita aeternam. Il y a un problème politique, et qui est un problème de circulation, et qui pour moi est lié fondamentalement à la question de la politisation de la Méditerranée, la politisation de l'espace méditerranéen. Au-delà du processus de Barcelone et de toutes ces affaires, et de comment on l'appelle déjà, on en a oublié le nom parce qu'en fait ça sert à rien, pas l'UMP, mais l'UPM justement, l'Union pour la Méditerranée, comment on arrive par des processus institutionnalisants à scléroser tout dynamisme identitaire, culturel et d'échange, où vous avez finalement, qu'est-ce qui reste du processus de Barcelone aujourd'hui, à part Erasmus, qui est sympa, on va aller passer 3-4 mois, 6 mois dans un pays du nord ou du sud et on circule, et puis après, si on veut avoir un titre, un titre de séjour plus long, voire permanent, les choses se compliquent. La Méditerranée, malheureusement, politiquement, s'est transformée depuis quelques années, l'actualité vous la connaissez, par des conflits qui sont multipliés, par ces outils institutionnels qui ont finalement plus refermé cet espace qu'ils ne l'ont ouvert. À l'époque, l'UPM, c'était la circulation en Méditerranée, c'était justement un des projets de Sarkozy qui a chopé. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'est devenu la Méditerranée? Un cimetière marin. Vous avez des situations conflictuelles, vous avez la montée des populismes et des extrêmes droites en Europe, vous avez la défiance entre le Nord et le Sud, vous avez un problème de confiance dans les jeunesses, si elles partent une fois, en fait elles vont pas revenir dans le pays, etc. Et vous avez tout ce débat autour de la question du départ, qui est accéléré par des situations conflictuelles, par des situations politiques sclérosées, par des dictatures qui pendant des années ont empêché toute possibilité à toute une jeunesse, voire à des jeunesses de s'épanouir. Et donc du coup on en est rendu à un Erasmus et à malheureusement des haragas, des migrants qui de l'Afrique subsaharienne jusqu'au Maroc ou des routes de Syrie liées au conflit que vous connaissez ou de la Libye ont essayé, tous ces jeunes qui ont malheureusement fini au fond de la Méditerranée. Et vous le voyez encore aujourd'hui à travers l'actualité, l'Europe s'est largement défaussée, l'Europe est devenue une forteresse que certains voudraient nous faire croire comme assiégée. Or, l'Europe n'a jamais survécu que par les vagues de migration qui l'ont fait, n'en déplaise à Zemmour et à tous les autres. La situation, elle est celle-là aujourd'hui. Elle est que l'Europe vieillissante, et c'est là pour moi le plus grand gap générationnel, refuse un contrat de confiance avec des jeunesses du Sud qui
soit viennent pour se former puis peuvent retourner enrichir leur propre pays, soit viennent par désespoir. Et je crois, et j'insiste toujours là-dessus, et j'en ai parlé dans le naufrage de la Méditerranée, l'ouvrage que j'ai fait juste avant, pour aller à l'encontre des discours politiques populistes, de tout ce rideau de fer de l'Europe de l'Est qui est en train de se refermer sur ces migrants, réfugiés, vous vous retrouvez dans des situations où on arrive à vous inventer un discours politique que des migrants ou des réfugiés, plutôt des réfugiés, quitteraient leur pays de gaieté de cœur pour venir profiter de l'Eldorado européen. Moi, je veux dire, il faut me dire où est l'Eldorado. Il faut me dire si l'Europe, elle fait forcément toujours rêver, au-delà de la question des droits de l'homme ou quoi au caisse. Je ne crois pas qu'on quitte son pays de toute façon de gaieté de cœur. Si on quitte son pays du sud ou de n'importe où pour aller au nord ou l'inverse, c'est qu'il y a un malaise, c'est qu'il y a un désespoir, c'est qu'il y a une impasse, c'est qu'il y a une impuissance, c'est qu'il y a une dépression personnelle et collective, et que du coup ces processus-là qui sont historiques, qui ont toujours existé de circulation, sont aujourd'hui bloqués politiquement pour des raisons qui m'échappent encore. Il suffit de regarder le drame que vit l'Aquarius, et je vous invite à la fois à aller suivre aussi bien la campagne de ce bateau qui se bat coûte que coûte, non pas malheureusement pour prévenir, mais pour guérir à la fois l'impuissance des politiques à régler en amont cette question des conflits qui génèrent du coup, parce qu'évidemment ce ne sont pas les plus vieux qui partent sur les routes, vous l'imaginez bien, mais ce sont tous ces jeunes en quête d'ailleurs et en quête d'une meilleure vie. On ne peut pas juste jeter la pierre sur l'Europe. Évidemment, il y a un problème fondamental dans le monde arabe qui est tout ce processus d'échec des indépendances en termes de transition et de démocratisation. Je crois que si le monde arabe avait évolué au-delà des influences et des ingérences, malheureusement, qu'on ne peut pas écarter, évidemment, quand vous avez la France qui, à l'époque, soutient des gens sympathiques comme Saddam Hussein ou comme d'autres, évidemment, beaucoup de pouvoirs se sont enracinés dans l'autoritarisme, ce qui n'a pas forcément permis à toutes ces jeunesses aujourd'hui qui sont inondées par, quand elles le peuvent, par Facebook, Twitter, ou qui rêvent d'un mode de vie occidental, c'est dire, mais en tout cas qui est un peu symbole de liberté et d'évasion. Je crois qu'un des grands drames qui fait aussi et qui donne envie à beaucoup de ces jeunesses arabes de partir, c'est l'échec complet du projet du monde arabe, ou des projets post-nasserisme, post-panarabisme, et on en vient dans des situations aujourd'hui, et j'ai pu en discuter avec des jeunes et des moins jeunes, que ce soit au Maroc ou en Tunisie, quand on évoquait ce projet réalisé de Daesh, et je discutais avec ces personnes, et elles me disaient à la fois, on est dans l'impuissance, dans ce monde arabo-musulman, d'autoritarisme qui n'en finissent pas de finir. Je ne citerai que l'exemple de l'Algérie, par exemple, où on est passé d'une colonisation à une autre, colonisation extérieure à une colonisation intérieure. Les porteurs de cartables aujourd'hui sont effectivement ces gens du FLN cravatés et qui n'ont jamais quitté le pouvoir, ni permis multipartisme, liberté et autres. Et vous connaissez, vous avez sûrement pensé à tout l'enjeu de 2019 dans le Maghreb pour ça, l'élection algérienne, l'élection en Tunisie, le chaos, chronique d'un chaos annoncé au Maroc pour les années à venir. On se retrouve évidemment à la fois d'un côté avec des personnes qui vont dire ben oui, mais tous ces autoritarismes soutenus par l'Occident n'ont pas permis à nos jeunes et à nos relèves générationnelles de s'épanouir. Et puis, bizarrement, Daesh attire des dizaines de milliers de jeunes, pas forcément d'origine uniquement du monde arabo-caucase, et même pas forcément des musulmans, puisque je rappellerai les chiffres de Dounia Bouzar, sur les 100% de signalés qui ont tenté leur chance en France, vous aviez 51% de musulmans et 49% de convertis. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, Daesh s'est présenté comme une forme de projet. Un projet d'un ailleurs, un projet de l'herbe plus verte ailleurs. Je cite toujours la comparaison avec tous les gens qui quittaient l'Occident pour aller à Katmandou dans les années 60, les Babakoun et autres. C'était sur un modus vivendi d'un rejet de la propre société dans laquelle ils vivent, des sociétés qui ne leur laissent pas de place et qui ne leur permet pas de se construire et de se bâtir un projet qui soit viable, et donc du coup ces personnes s'en vont.
Si je tire à l'extrême, c'est que quand je discutais avec certaines de ces personnes, à Rabat, à Salé, à Tunis, la Manouba ou quoi au Caisse, elles me disaient, oui, Daesh, c'est... Ok, Daesh, bon, c'est pas terrible, c'est un peu extrême, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un projet dans le monde arabe. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un truc, quoi. Et donc, on ne cautionne pas les moyens, on ne cautionne pas l'évolution, on ne cautionne pas tout ce qui s'est passé, mais bordel, passez-moi le mot, on n'a plus rien qui se passe dans le monde arabe. Nos printemps arabes, c'est une catastrophe. À part la Tunisie, que je mets en triple guillemets, il n'y a aucun processus démocratisant, il n'y a aucun projet qui a fait rêver. Et là, vous avez des dizaines de milliers de jeunes qui, parce qu'il y avait beaucoup d'idéalistes dans ceux qui sont partis, conscients ou inconscients, ou qui y sont allés en pensant vraiment qu'ils allaient servir une cause humanitaire, humaine, qu'ils allaient libérer les Syriens, pour reprendre l'expression classique, libérer les Syriens du méchant Bachar, sont partis dans cet idéal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a zéro projet et beaucoup de tracas pour toutes ces jeunesses en Méditerranée. Alors évidemment, tous les éléments que je vous ai donnés, on ne peut pas écarter le choc géosismique des attentats. On ne peut pas écarter aujourd'hui, et ça vaut au nord comme au sud, ces tentatives de déstabilisation d'Al-Qaïda, de Daesh et de ce qui viendra derrière, pour à la fois provoquer des schémas de guerre civile au sud comme au nord. Il y a des véritables volontés de déstabiliser de l'intérieur des sociétés qui déjà ne sont pas forcément très soudées, ou en tout cas qui sont fragilisées. Je crois que au-delà des attentats, au-delà des printemps arabes en partie avortés, il y a un problème qui est connexe à la question de l'identité arabe et de la Oumma. Ce monde arabe n'est pas uni, vous le savez. Beaucoup de pays ont cédé aux sirènes des Occidentaux, vous le savez. Je pense que quand on est un jeune arabe dans un pays, que ce soit en Jordanie ou que ce soit au Maroc, des débats inévitables sur l'évolution de certains des pays en faveur de l'Occident et d'autres plutôt de l'autre côté posent problème et posent question, puisque on croyait qu'il y avait une Oumma, on croyait qu'il y avait une communauté des croyants, on croyait qu'il y avait une forme, non pas d'unité arabe, mais en tout cas que dans la diversité, il pouvait y avoir une sorte de ferment culturel qui éviterait que ça implose. La réalité, c'est qu'il y a des situations de politique qui ont évidemment déstabilisé tout ça, que ce soit la question israélo-palestinienne, que ce soit la question de l'ingérence américaine et européenne. On se retrouve dans des situations aujourd'hui où, je ne sais pas, si je suis un jeune Saoudien, par exemple, au-delà de la situation politique dans mon pays, qui n'est pas très glorieuse, j'aurais du mal à comprendre l'évolution de mon pays, au-delà de MBS et de Mohamed Ben Salman, qui joue avec les têtes des autres alors qu'on n'arrive pas à jouer avec la sienne. On peut se poser la question du rapprochement de l'Arabie Saoudite, qui symboliquement garde a priori les deux lieux saints de l'islam, diffuse un islam rigoriste, salafiste et extrêmement dangereux sur une population et sur des populations maghrébines qui ne sont pas traditionnellement habituées à cet islam, qui est plutôt un islam malékite, islam du juste milieu, et toutes ces dénominations-là. Et en plus de ça, vous avez, moi, jeune saoudien, mon pays, qui a trouvé un nouvel ami en géopolitique, Israël. Alors là, je me dis, mais je comprends plus rien. Quand on voit le glissement de l'Arabie Saoudite, quand on voit le rapprochement inédit d'Israël avec l'Arabie Saoudite, même moi, en tant que géopolitologue, j'essaie de suivre, et je me dis, mais comment est-ce que du coup, quand on est là-bas, on peut à un moment se dire, mais dans ce monde arabe, finalement, qui est le bon arabe, qui est le mauvais ou quoi aux caisses? Il y a des traîtres. La Jordanie, elle est traître, elle a signé un accord avec Israël. L'Égypte, quel traître? Elle a signé un accord avec Israël. Et en plus, elle a tué notre révolution pour nous remettre un dictateur, encore plus sanguinaire ou presque les dernières années de Moubarak. Enfin, à force qu'on dise il est aussi strict et odieux que les dernières années, je crois qu'il est à peu près... Sisi n'est pas un enfant de cœur.
Donc la vraie question qui se pose, c'est moi je suis un jeune arabe ou saoudien ou marocain ou algérien, comment est-ce que je peux avoir ce sentiment d'appartenance qui rend une culture extrêmement forte et qui, au-delà des frontières, au-delà du fait que je parle l'arabe, alors moi je parle le darija, lui il va parler le syro-libanais, et puis en même temps je ne sais pas écrire Arabia Fusha, et puis en même temps, voilà. Comment est-ce qu'on peut créer des éléments aujourd'hui d'adhésion, d'identification dans un monde arabe qui à la fois est extrêmement déstabilisé, qui est dont certains pays passent pour des pays compromis avec l'Occident. Je crois que ça c'est une véritable difficulté aujourd'hui parmi tant d'autres. Alors où sont ces jeunesses aujourd'hui au sud de la Méditerranée? Soit elles sont, et a priori c'est ce qu'elles devraient être, le moteur du changement, comme ce fut le cas avec les révolutions, mais pour certaines confisquées. Soit elles sont noyées dans leurs études, elles peuvent faire les deux aussi, hein. Soit elles sont noyées dans leurs études, elles se disent de toute façon, qu'est-ce que je vais faire avec mon master d'architecture, qu'est-ce que je vais faire avec mon bachelor, alors que je sais qu'il n'y a pas de boulot par exemple, j'habite aux heures ou j'en sais rien. Soit elles sont complètement dans l'impasse, au chômage, et évidemment, vous avez des taux de chômage records, notamment dans ce pays que l'on appelle encore, laboratoire de la transition démocratique, la Tunisie, et qui aujourd'hui prouve bien que même si cette révolution était une révolution de jeunes à destination des jeunes qui auraient dû voir une forme de relève générationnelle, première chose qu'on fait, hop là, on met un président de 93 ans. Bon, je ne doute pas il a la pêche, hein. Mais je veux dire, en termes d'identification, pour un jeune Tunisien, c'est un peu compliqué quand même. Et de toute façon, ce monsieur, comme tout son gouvernement, au-delà de lutter contre la corruption, n'a pas résolu le problème fondamental, et d'ailleurs si quelqu'un avait la solution, ça se saurait, qui est la question du chômage endémique dans les pays arabes, plus important que dans nos pays, pour lequel déjà c'est compliqué. Donc vous avez, en Tunisie, une situation où, moi je suis jeune Tunisien, j'ai vu la révolution, ok, l'égalité patrimoniale, tout ça, c'est des super avancées, les droits des femmes, la première constitution libre du monde arabe, etc. Tout ça, c'est intéressant, mais moi, je fais mes études, je n'ai pas de boulot, et je ne vais pas en trouver. Et en même temps, je prends mon pays, je veux défendre la Tunisie comme l'exemple, etc., même si certains essayent de nous déstabiliser, j'ai envie d'y croire. Aujourd'hui, Mohamed Bouazizi, en 2010, vous en avez 1000 en Tunisie. C'est évident. C'est-à-dire que les raisons qui ont généré la révolution ne sont pas résolues et sont pires aujourd'hui. Vous savez la différence entre une dictature comme Ben Ali et le clan Trabelsi, c'est qu'ils avaient un principe, comme beaucoup de dictatures d'ailleurs, c'est qu'ils ne veulent surtout pas être dépendants des subventions et des institutions internationales, capitalisto, ultralibérales, tout ce que vous voulez. Ben Ali, sur les dernières années, a tout fait pour largement se dégager de ça. Je suis pas en train de faire un ode à Ben Ali, je n'ai pas fini, je vous explique. Ça veut dire qu'en termes d'autonomie, il était fier de pouvoir faire ça. Quand il y a eu la révolution en Tunisie, tous les jeunes qui ont espéré, qui se sont dit Dieu est grand, machin, etc., il y a de l'emploi qui va tomber du ciel, et je me souviens, j'y ai cru. Le FMI qui arrive, la Banque mondiale, on va vous donner de l'argent, etc. Moi j'ai vraiment cru qu'ils donnaient de l'argent. C'était toutes ces organisations qui sont arrivées. La Tunisie est endettée comme jamais. La Tunisie, laboratoire de la transition démocratique, est tenue par toutes les institutions internationales. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'emploi. Vous avez des endroits où il y a 40% voire plus de chômage pour les jeunes de moins de 25 ans. Et la Tunisie, c'est pas le Maroc. On va dire en termes de ressources, c'est pas l'extase. Il y a quelques phosphates. Il y avait un truc qui s'appelait le tourisme. Walou, c'est fini. Et vous avez du coup tous ces jeunes, à l'époque, avant 2010, qui s'étaient formés notamment au métier de l'hôtellerie, qui avaient été dans des écoles, qui pouvaient, parce que la Tunisie a quand même été relativement précurseur en termes de tourisme de masse dans les pays arabes. Vous aviez toujours, à l'époque, les Français et les gros Allemands qui allaient soit en Tunisie, soit ensuite à Turquie, etc., soit au Maroc. Je suis allé à Tozeur il y a 1 an et demi dans le désert. Tout ça, évidemment, c'est fini. Il y avait des hôtels affrétés par Fram, Marmara et tous ces groupes-là. Tous les jeunes qui travaillaient dans l'hôtellerie et dans le tourisme à l'époque où on allait en Tunisie de manière massive dans le tourisme, se sont soit reconvertis, soit sont repartis dans des petits boulots, etc.
et vous avez du coup un retour, c'est ça le plus tragique en fait, que j'ai constaté cet été, vous avez un retour du tourisme en Tunisie, et ben en fait, on embauche les Libyens, qui n'ont aucune formation en hôtellerie, qui ne parlent pas un mot de français, et bon, quand on est français et qu'on arrive au Maghreb, on a deux désirs, un steak frites et que ça parle français. Sinon, le reste, on n'a pas grand intérêt. Et vous avez du coup ce tourisme qui s'est redéveloppé à destination d'un tourisme francophone qui n'est plus du tout adapté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes ces générations de Tunisiens qui essayent de faire vivre leur pays de l'intérieur au-delà des droits, au-delà de tout ça, se retrouvent dans une impasse politique parce que le tourisme n'arrive même pas à reprendre, parce que le pays est exsangue économiquement, parce que vous avez un président qui a 92 ans et on ne peut pas me faire croire qu'il va révolutionner les choses, et que vous avez des élections l'année prochaine, et que vous avez aujourd'hui le premier parti tunisien qui est Ennahda. Donc tout ça, évidemment, pose des questions intéressantes sur l'impasse économique qui s'offre aux jeunes de la Méditerranée. Alors, est-ce que ces jeunes, difficultés économiques, peuvent avoir facilement accès à l'espace sociopolitique? Comme je le disais tout à l'heure, j'ai assisté à ce forum euroméditerranéen des jeunes leaders organisé à Essaouira, au Maroc, l'ancienne Mogador, organisé par la Fondation Al-Alim, l'ambassade de France, sous le haut patronage d'André Zoulet. De toute façon, Essaouira, on ne peut pas faire autrement. Et ces jeunes, c'était vraiment intéressant. Il y avait 300 jeunes qui venaient d'Algérie, qui venaient de Tunisie, qui venaient de Jordanie, qui venaient d'Égypte, qui venaient d'un peu partout dans le Maroc, qui venaient d'Espagne, et je dois encore en oublier un. C'était des jeunes qui avaient entre 15 et 25 ans. Et en fait, on a organisé des ateliers. Pendant 2 jours, on a, avec d'autres collègues, animé des ateliers. Et moi, je me suis occupé de cette question, en tout cas des outils et des moyens pour permettre que ces jeunesses deviennent cet enjeu politique et qu'elles puissent accéder aux outils classiques dans des processus démocratisants d'expression pour toutes ces jeunesses. Et j'ai été absolument épaté par les jeunes que j'ai eus en face de moi. Alors beaucoup, pour des raisons pratiques, j'imagine, il ne devait pas y avoir de budget pour la traduction, donc tout le monde parlait français, c'était parfait. Mais ce que je veux dire derrière, c'est que tous avaient fait leurs études dans les écoles françaises, ce qui reflète quand même quel type de population était venue, plutôt aisée, etc. Mais vous aviez des jeunes de 15-16 ans qui étaient dans des associations, dans 2-3 associations. Un qui était à l'association Essaouira Mogador. Il y en avait 2 autres qui étaient sur Oran et qui d'ailleurs venaient de cette association que je connais bien, l'association Phare et puis le Petit Lecteur, pour permettre un accès à la lecture pour tout le monde. Ils ont créé une bibliothèque, etc., pour tous ceux qui ne peuvent pas s'offrir des livres qui en général coûtent cher. Et vous aviez des jeunes qui, côté tunisien notamment, étaient impliqués dans ce programme ISEC qui est très à la mode en Tunisie et qui permet à tous ces jeunes de pouvoir, au-delà de leurs études, faire des stages à l'étranger et être pris en charge et aidés pour tous ces éternels problèmes infernaux de visa. Et j'ai été vraiment surpris parce que ces jeunes avaient 2 choses. Déjà, les 3/4 parlaient mieux que mes étudiants que j'avais en école de commerce niveau master, parlaient mieux en français, déjà rien que ça. Et deuxièmement, ils avaient une vision, mais la plupart n'étaient pas comme on peut parfois peut-être le penser d'ici. Ils n'avaient pas tous envie de partir. Ou s'ils le faisaient, ou s'ils voulaient le faire, c'était juste pour une période provisoire qui était celle de leurs études, et revenir pour, comme on dit souvent, faire bénéficier mon pays de ce que j'ai appris au Nord, parce qu'au Nord c'est quand même pas mal. J'ai dit entre triple guillemets, bien sûr. Il y avait un jeune de 15 ans qui venait il avait fait 23 heures de bus, genre Oujda et Essaouira. 23 heures de bus, il n'avait pas dormi, et il commence à me parler de Kant et de la paix perpétuelle. Il commence à me parler de la vision machiavélique, de Nicolas Machiavel et la géopolitique d'aujourd'hui. Le gamin, il avait 16 ans.
Alors, moi j'étais un peu, je vous avoue qu'en philo, je suis pas très calé. Alors j'avais à côté de moi un père bénédictin. Je lui ai dit, tu connais quelque chose toi, Kant et tout ça? Il me dit, ouais, Lou, il me regarde comme ça. Alors je vais venir une collègue qui est sociologue, etc. C'est juste pour vous montrer que on a été, parce que ça m'énerve souvent quand on fait des ateliers, on mélange le nord, le sud, et puis j'ai malheureusement constaté, ça me met souvent mal à l'aise, mais pour certains, s'ils connaissent le Maghreb intellectuel, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, quand vous avez le gars qui vient de Oulouba, et toujours, c'est à la fois attraction-répulsion. C'est-à-dire que quand c'est un Européen qui vient, bon, bah, déjà, il va peut-être mieux savoir. Et puis, en même temps, c'est ce déchirement entre oui, mais l'Europe, ça suffit, oui, mais la France, c'est la langue du colonisé. Et en même temps, dans l'élite, bah, si on parle français et qu'on s'intéresse plus au pan français de la chose, ça passe mieux. C'est un truc qui me met très mal à l'aise à chaque fois là-bas. On a un peu l'impression d'être le Messie qui va arriver, qui va délivrer son message. Et c'est même pas, en fait, en réalité, moi je pense de ma faute, c'est qu'on est, ou de notre faute, c'est qu'il y a quelque chose d'assez pervers dans l'échange intellectuel quand effectivement c'est l'Européen qui vient, il y a 60 personnes dans la salle, et quand c'est le gars qui vient du Maroc pour aller faire une conférence en Tunisie, il y a 20 personnes. Et ça, je trouve ça évidemment assez désagréable. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que ce gamin de 15 ans, franchement, nous a, passez-moi l'expression de nouveau, nous a tués. C'est-à-dire qu'il avait des parents, je crois, fonctionnaires ou je sais pas quoi. J'ai pas eu un de mes étudiants à Rouen ou à Lille qui avait la capacité de me tenir ce genre de choses-là. Ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'il y a, et ça c'est très encourageant, c'est sur les éléments positifs, parce que je pourrais encore parler 3 heures, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je vais abréger, c'est qu'il y a des raisons d'espérer. Quand vous avez des jeunes comme ça, comme j'ai vu à Essaouira, je trouve que je suis tombé sur des jeunes qui soit avaient créé des associations, et je peux vous dire que créer une association en Tunisie, ou en tout cas défendre un certain nombre de choses, ça va encore. Le faire en Algérie en ce moment, alors qu'on est jeune et qu'on se dit est-ce qu'on va repartir pour un tour avec le fauteuil roulant, ça pose une autre vraie question d'espoir en restant en Algérie. Et quand on voit l'évolution récente au Maroc où on manifeste pacifiquement et on se fait tabasser par la police et qu'on est une femme, c'est un autre problème qui se pose. Est-ce qu'on reste dans son pays? Et la majorité des jeunes que j'ai eu dans ces ateliers m'ont dit, nous, on y croit, on veut se battre pour notre propre pays. Nos racines sont là, nos familles sont là. On veut espérer, on veut être ce moteur du changement. On veut pouvoir monter des associations, tenir un discours, pouvoir être représenté politiquement. Au jour d'aujourd'hui, si je prends les 3 pays du Maghreb, c'est une vraie difficulté, c'est un vrai déchirement, parce que ces jeunes ont la fougue et la motivation des jeunes, mais évidemment l'accès à l'espace politique ou la représentation politique dans laquelle ils pourraient s'identifier est très difficile. Je dirais que les élections municipales en Tunisie ont montré que, notamment à travers les listes des indépendants, que et depuis la Révolution, on peut être jeune et un peu à la mode Macron, se présenter sans expérience, etc., et puis arriver à représenter et pouvoir vouloir faire quelque chose. Ça se passe pas tout à fait comme ça dans les 2 autres pays, malheureusement. Alors, il me reste combien de temps, Agi? 5 minutes. Ah ouais, ça va. J'en arrive au début de la 2e partie, mais je vais faire la conclusion en même temps. Je dirais que tout cela est à remettre en perspective. Ces jeunes, à nouveau, d'Essaouira, que ce soit cette jeune fille égyptienne qui avait peut-être 17 ans et qui parlait admirablement bien des espoirs qu'elle avait et en français, était à la fois pleine d'amertume et de déception sur les conséquences de la révolution en Égypte. Elle me dit, moi j'ai envie de me battre, je peux continuer à le faire,
mais plus pour très longtemps. Et quand on voit la chape de plomb qui s'est refermée sur l'Égypte, voilà, les associations sont traumatisées, sont traquées au nom d'impératifs sécuritaires, blabla, anti-frères musulmans, etc. Je crois qu'en tout cas, ces jeunesses, qu'elles soient au nord ou au sud, elles traversent les mêmes drames, des incertitudes, des envies de se réaliser. Qui n'en a pas envie? Qui n'a pas envie de pouvoir réaliser son propre projet? Comment réaliser son projet sans être coupé, sans avoir les ailes coupées? Dans ces jeunes que j'ai vus à Essaouira, je ne sais pas si beaucoup s'attachaient juste à l'idée de rester au pays pour permettre à son pays de se développer, ou si il y a aussi une part de désillusion en se disant l'Europe, c'est juste impossible aujourd'hui. Le visa, les aides, le dossier d'université, etc. Moi, j'ai aidé un ou deux amis à quitter le Maroc, mais c'était un job plein temps. Je veux dire, vous savez ça, les paperasses, les machins, les trucs comme ça, les équivalences qui prennent 6 mois, et vous arrivez, c'est trop tard, le délai, vous avez tout fait, votre équivalence, ça vous perdez un an. On ne peut pas aujourd'hui se dire uniquement que l'on va quitter son pays et aller au nord, au-delà de la question uniquement des droits ou de je ne sais quoi. C'est un luxe qui, malheureusement, n'est pas à la portée de tout le monde. Je crois que aujourd'hui, ce qui devrait motiver les politiques, c'est vraiment que ce qu'on a vécu les dernières années, et je pense notamment à la question des jeunes qui se sont radicalisés, la question des radicalisations avec un S, parce que quand on voit aujourd'hui les jeunes qui se radicalisent vers l'extrême droite, que ce soit au Canada, en Belgique, ou je ne sais pas si vous avez vu les horribles bonhommes à Ninove et ailleurs dimanche à la télé, enfin il n'y a pas que des jeunes, hein, mais quand on pense aux jeunesses par exemple qu'il y a en Pologne, les jeunesses néo-nazis et tous ces mouvements, je crois que ça reflète malheureusement une forme de désespoir ou d'impasse ou une envie d'ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure. Et ce qui est clair, c'est que ces glissements de la post-adolescence jusqu'à l'âge adulte et qui reflètent une impossibilité d'arriver à réaliser son propre projet, je l'imagine, enfin j'explique ça par de multiples raisons, mais en tout cas l'impossibilité d'arriver à ses fins. Et je crois que l'essentiel est de permettre à ces jeunes de devenir quelqu'un. Alors c'est pas juste un grand discours ou quoi aux caisses. On va organiser avec Azouz l'année prochaine et une fondation, Azouz Begag, et une fondation espagnole qui s'appelle la Fondation de l'Assemblée des citoyens et citoyennes de la Méditerranée, des grandes assises de la jeunesse en Méditerranée. Et l'idée est de mettre ensemble pendant 3 jours des jeunes, des associations, des intellectuels, des politiques locaux divers et variés, pour essayer de réfléchir aux outils pour permettre, comme je vous le disais, cette transition générationnelle. Je crois que tout ce qui se passe pour ces jeunes, malheureusement, c'est ce qu'on pourrait résumer par l'expression du psychanalyste franco-tunisien Fethi Benslama. Ce sont des gens qui se considèrent comme des personnages zéro et qui veulent évoluer et devenir des personnages héros. Et que ce soit des jeunes qui se radicalisent et qui, je dirais, basculent dans une extrême violence, que ce soit des jeunes qui quittent leur propre pays, quitte à mourir au fond de la Méditerranée, alors qu'ils savent l'aventure extrêmement périlleuse, que ce soit des jeunes qui restent dans leur pays et qui essayent, par une autre forme de radicalisation qui est la mobilisation politique et l'engagement citoyen, de défendre des idéaux, de défendre des projets, de défendre un espoir, l'essentiel de ce que la jeunesse, l'essentiel de ce que la Méditerranée est, c'est-à-dire ces jeunes-là sont la Méditerranée de demain. Je crois que si on ne gère pas ça, on va évidemment au-devant des drames. Alors, voilà, je vous ai donné un certain nombre d'éléments. Je crois que le dernier élément sur lequel je voudrais revenir et qui reflète aussi finalement ce mur qui est devenu la Méditerranée, et je citerai pour ça une amie qui s'appelle Nabila et dont le fils a failli partir en Syrie et a été arrêté à temps. Et elle a fait une vidéo où dedans elle explique que finalement nous sommes dépassés par cette génération. Je crois qu'on revient toujours sur ce gap générationnel, un élément peut-être
d'incompréhension de la part des parents dans un monde qui va extrêmement vite. Mais également, elle disait, je la cite, « Nous avons raté la transmission. Elle avait déjà été dure de la part de nos parents. Nos jeunes n'ont pas de repères, pas de racines. » Je crois que c'est un élément extrêmement important aujourd'hui, c'est comment reconnecter, comment tisser du lien, comment reconstituer et reconstruire des identités déchirées par une mère au milieu. Comment est-ce qu'on peut faire pour réconcilier les différentes parts d'une identité? Je crois que ça, c'est un élément évidemment extrêmement important qui doit dépasser le politique et qui commence par la cellule familiale. Ça a été évidemment, vous le savez, j'ai pas eu le temps de revenir dessus, une immigration pour les jeunes belges d'origine marocaine douloureuse. Beaucoup de familles sont arrivées et quelques années après seulement l'accord d'immigration ont fermé les usines à Charleroi et ailleurs. Vous avez du coup des jeunes dans les années 80 en Europe et en Belgique en particulier qui ont grandi pour un certain nombre dans un modèle avec des parents qu'ils ont malheureusement vus toujours au chômage, des parents qui en grande partie étaient analphabètes, les personnes qui étaient venues du RIF, qui n'ont pas eu la chance, l'opportunité, on ne leur a pas donné cette possibilité de pouvoir se reconvertir. Et je crois que du coup, vous avez des jeunes qui ont grandi dans cet échec du modèle parental, du modèle patriarcal, avec du coup une identité fissurée, une identité brisée, et une rupture nette entre le pays dans lequel ils sont nés et le pays dit d'origine. Et je crois que ça, cette rupture et cette déchirure, elle est malheureusement, elle est à reconstruire, et je n'ai pas de réponse au-delà du travail que les familles peuvent faire, et que l'éducation et que le modèle éducatif dans nos pays doit faire pour aussi permettre de faire découvrir la diversité de chacun de ces pays, que ce soit en France ou que ce soit en Belgique ou ailleurs. Je m'arrêterai sur un dernier élément qui est que ces jeunes s'engagent quand même au nord comme au sud à travers l'aide scolaire. J'ai vu à Essaouira ou ailleurs des jeunes qui voulaient aider les plus jeunes à travers des associations, notamment de soutien scolaire gratuit, sans financement, sans aide, là où l'État est souvent défaillant. Il y a de plus en plus de jeunes en Méditerranée qui s'engagent dans les questions environnementales. Elles ont compris que cette Méditerranée polluée est aussi leur héritage. Je crois que l'engagement dans la question de la protection de l'environnement, au-delà du Maroc et de la COP22 et de ce que le Maroc a essayé de faire, est un élément extrêmement important. La défense des droits, on a vu beaucoup de jeunes qui, aujourd'hui, n'avaient pas peur de revendiquer ces droits. Les questions de genre, il y a des personnes qui prennent beaucoup de risques au Maroc et ailleurs en défendant la question du genre, qui reviennent sur les questions de mariage, sur les questions d'homosexualité et autres, notamment en Tunisie. Voilà, le débat sur l'héritage patrimonial a été un succès en Tunisie et a permis de montrer cette évolution. Je crois, voilà, et je finirai sur la Coupe du Monde qui finalement a réconcilié les deux rives de la Méditerranée. Je ne suis pas du tout football, mais c'est évidemment intéressant de voir toutes ces jeunesses en Méditerranée qui font le choix de s'identifier, soit selon les jours, selon les résultats, à l'équipe qui a le vent le plus en poupe, soit l'équipe nationale du pays dans lequel on vit, soit l'équipe nationale du pays dont on vient. Et Azouz Bega connaît très bien le sujet. Le nombre de jeunes Français d'origine algérienne, et ça vous le savez, c'est le gag dans les réseaux sociaux du quand est-ce qu'on va voir le drapeau algérien dans les stades, c'est évidemment extrêmement intéressant, et c'est bien la preuve que ces jeunes ont envie de réconcilier ces deux identités. Je vous remercie. Voilà. Il y a beaucoup de questions. Et qui commence? C'est toujours la première. Comme dit mon ami Saleha, c'est toujours la première question la plus dure. Allez, on passe à la deuxième. Allez. Oui. Albert. Vous avez évoqué beaucoup de choses vraiment intéressantes sur même les personnalités, enfin le choc entre ce que les Romains appelaient les Berbères, donc les Amazighs, aussi bien pour les Rifins que pour la Kabylie, etc. Mais dans tous les problèmes d'après, où la jeunesse a un grand idéal, je me demande si cette jeunesse n'est pas confrontée au même problème que nous ici, citoyens belges, et voudrait
avec un grand idéal, obtenir plus de résultats que nous. Je m'explique. Les politiques, je crois avoir compris que cette jeunesse voudrait émerger aussi politiquement et atteindre du pouvoir. Et personnellement, j'ai la sinistre idée que les politiciens, aussi bien ici que là, ne gèrent que les miettes que le monde financier leur a bien laissées. Et là, il n'y a pas le vrai pouvoir politique. Quand il y a eu les premières élections en 92, pour parler aux Français, ou en 92, en Algérie, le FLN... Ça va, je suis bilingue. C'est pour rigoler, évidemment, si on vous a renseigné argument. Vous avez peut-être connu le professeur Joël Rodet, maintenant. J'étais à Neoma, à la Business School, pas à l'université. Ah oui, d'accord. Et alors, cette histoire de finance qui échappe au monde politique, c'est quelque chose de grave, ou plutôt qui corrompt le monde politique. Parce que, prenons l'exemple algérien, le FLN, en 30 ans d'indépendance à peu près, jusqu'aux élections de 92, il n'avait pas fait du bon travail économique, soyons honnêtes. Je vais camper à Oran, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau dans les années 80, par exemple. Il n'y a plus d'eau potable. Il y a une corruption effroyable. On ne trouve plus de denrées alimentaires. Donc, il y a là toute cette richesse du pétrole qui aurait dû rendre l'Algérie la plus riche des trois du Maghreb. Elle échappe au pouvoir réel, au pouvoir honnête. Elle est dans tout un réseau de corruption en sous-main. Et là, qu'est-ce que la jeunesse va pouvoir faire, même si elle émerge politiquement, contre ce... Et alors, peut-être que je suis un peu long, mais c'est pour vous montrer que nous-mêmes, en Europe, on n'arrive pas à faire mieux. Toutes nos centrales électriques belges sont passées aux mains de l'actionnariat français. Bravo. Oui, et bien maintenant, mes collègues qui travaillent dans les centrales à turbine à gaz, dont je me suis occupé du développement après mon enseignement justement au Maghreb, ben, ils ont été envoyés à la maison depuis 4 ans par EDF, GDF, Suez, Lyonnaise Réseau, donc les actionnaires. Défense de faire tourner vos centrales à gaz, plus d'argent des mêmes actionnaires pour entretenir les bétons des centrales nucléaires belges, on bloque. Donc ils nous mettent en pénurie comme Enron l'a pratiqué aux États-Unis avec la Californie, pour pouvoir vendre les mégawatts au double du prix. Il y a là quelque chose que nos politiciens ont laissé passer, et il y a certainement beaucoup d'argent qui a circulé. Ce n'est pas normal qu'un pays se laisse mettre en difficulté d'approvisionnement énergétique, ou à doubler le prix du mégawatt, alors que les politiciens auraient dû agir et refuser, je l'ai dit à notre directeur général en l'an 2000, si vous privatisez notre société intercommunale d'électricité, on va jouer le jeu Enron de la Californie ici entre la Belgique et la France. Et c'est en train de se passer. Alors, je vous demande, dans notre pays dit démocratique, dit moderne, on n'arrive déjà pas politiquement à maîtriser ce monde de la finance qui agit en sous-main dans ce même monde politique. Eux sont encore moins munis que nous. Et pourtant, c'est admirable hein, l'effort de cette jeunesse. Enfin, c'est un peu long, mais je crois que j'ai essayé de faire porter l'idée. Que peuvent-ils faire pour lutter contre cette finance ultra envahissante? Aïe, aïe, aïe. Alors, je crois que la question de la souveraineté, évidemment, on est dans un débat politique, quand bien même on veut faire des choses. On a ce sentiment que, en tant que politique, manifestement, les choses nous dépassent, ou que, je ne sais pas, c'est l'Union européenne, c'est le monde, l'ultralibéralisme ou le capitalisme. La mondialisation a apporté du bien et du pas bien. La question, c'est, dans certains pays, qu'est-ce qui a raté ? Si je refais déjà le postulat de départ, c'est qu'au nord comme au sud, on a ces mêmes difficultés de chômage de longue durée, des jeunes inadaptés au marché. Je crois qu'au nord, on peut questionner, et d'ailleurs c'est peut-être probablement un peu allié avec une partie du capitalisme, mais toutes ces filières qui, pour la gloire de la science, étaient intéressantes, mais qui n'amenaient sur rien. Moi, je me souviens de l'époque, on pouvait encore rêver et espérer à l'université faire ce qu'on appelait un DEA, master, d'ethnologie, d'anthropologie, machin, je sais pas quoi, juste pour la gloire, pour le rêve, parce qu'on trouvait ça fun, quoi.
Aujourd'hui, évidemment, la priorité qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je vais faire avec mon truc d'anthropologie? Je vais rien faire du tout. Soit je m'appelle Dounia Bouzard et j'en fais quelque chose et j'évolue avec le monde, soit je sais pas ce que je vais faire avec. Moi, j'ai enseigné en école de commerce. J'étais un peu l'original de la bande. J'avais des étudiants qui me parlaient de choses, ils disaient, manifestement c'était les choses qui marchaient, c'était des trucs marketing, je sais pas quoi, ils me racontaient leur stage, leur disaient oui pour leur faire plaisir, ils avaient l'air contents, mais je voyais bien que c'était un glissement de désintellectualiser vers une mise en pratique concrète et claire et nette, quoi. Et moi, j'arrivais avec mes relations internationales, expliquer le monde, Donald Trump et les tweets, Vladimir Poutine, est-ce que c'est un gros méchant, et tout ce genre de choses-là. Ils trouvaient ça intéressant, mais eux, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment de la chose pratique. Si on parlait de la géopolitique du pétrole, il fallait évidemment réfléchir sur les questions de l'après-pétrole, les énergies vertes, le renouvellement, le truc durable, là, les énergies renouvelables, et comment, pour un esprit adapté à une utilité, un utilitarisme rapide et une efficience directe, il fallait que cet élément de science puisse être directement appliqué et applicable. Je regrette que certaines filières inadaptées disparaissent petit à petit par manque de débouchés. Mais la réalité, elle est effectivement, elle est celle-là, elle est que quand on a l'âge d'être un étudiant, on a un idéalisme et une passion pour certaines choses et qu'on a envie, et que d'ailleurs c'est toujours trop tôt malheureusement dans la vie qu'on doit décider. On nous demande de décider alors qu'on est jeune et qu'on n'y connaît rien et qu'on a envie, et c'est peut-être le seul moment de sa vie où on peut faire vraiment a priori ce qui nous plaît, et on doit rapidement se caser, et finalement après c'est trop tard. Une fois qu'on est casé dans quelque chose, c'est difficile. Je crois qu'il y a probablement une inadaptation de certains cursus scolaires. Il y a du côté de certains pays une impossibilité et une incapacité d'offrir un marché du travail qui même pourrait correspondre à des jeunes qui peuvent être directement utilisables sur le marché du travail. Si je prends ce fameux pays, l'Algérie, je crois que, effectivement, comme vous l'avez dit, ça c'est quand même incroyable. Ce pays, ça fait 60 ans qu'il est indépendant des Français. Où est l'Algérie aujourd'hui? J'ai écrit un livre sur Ali Benflis, qui, dans le cadre des élections de 2019, pourrait peut-être jouer un rôle. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que pendant 60 ans, on a eu une rente pétrolière comme ça, et qu'on n'en a rien fait. Alors on l'a redistribué comme ça à gauche à droite après la décennie noire pour éviter, corruption et tout ce qu'on connaît, mais c'est quand même incroyable qu'on tape en permanence sur notamment le Qatar, les Émirats, en disant ici et ça, ils investissent partout, ils veulent nous envahir, des trucs comme ça, des confettis comme ça, et qu'en même temps on ne réfléchisse pas à la manière dont certains de ces pays-là ont créé des modèles inédits et, comme on dit, successful en anglais, de diversification de l'économie pour des pays à économie de rente. Manque de bol, les Émirats, le Qatar, il n'y a pas de population, il n'y a rien, et donc du coup, c'est pas vraiment, voilà, il y a de plus en plus d'étudiants, j'en rencontre beaucoup, qui partent au Qatar et aux Émirats pour aller étudier, parce qu'ils ont acheté la Sorbonne, la New York University ou ce genre de choses-là. Mais côté algérien, c'est juste l'impasse. Ce pays qui est le plus grand pays d'Afrique, qui a été le modèle après l'indépendance, le symbole du tiers-mondisme, de la lutte contre les indépendances, contre la colonisation, pardon, et toutes ces choses-là, a basculé dans une autre colonisation interne qui est celle du FLN depuis 1962. Et on a aujourd'hui, du coup, en Algérie, zéro diversification de l'économie. Je me souviens, l'année dernière, Le Point avait fait une couverture avec marqué « Algérie, le pays le plus mystérieux du monde ». Comment un pays comme l'Algérie, qui a priori est magnifique, a fait ce choix dans un monde de tourisme, de globalisation, de tout ce qu'on veut, de ne pas offrir du tourisme au monde entier? Ça, c'est un grand mystère. Le Maroc et la Tunisie l'ont fait, l'Algérie, voilà. Ça fait partie des choses qui montrent très bien que ce pays, s'il ne se réveille pas, par un moyen, par un autre, va au casse-pipe. Zéro diversification,
Pétrole et tout ça, on sait qu'à un moment, ça va finir. Pourquoi des pays du Golfe ont diversifié dans les high-tech, dans les milieux de l'éducation, dans la santé, dans la finance, dans l'investissement, dans tout ça? C'est parce qu'ils savent très bien qu'à un moment ou à un autre, ça va s'arrêter. L'Algérie, non, continue son petit bonhomme de chemin et il n'y a pas de diversification de l'économie. Ça, c'est assez tragique et on peut du coup, quand on discute avec des... J'ai quand même quelques amis à Oran, un peu gauchistes comme ça, rebelles avec des causes, et ils sont... Enfin voilà, quoi. Ils sont désespérés. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais pourquoi investir, je ne sais même pas à combien on est rendu de milliards, avec la mosquée d'Alger, par exemple. Au-delà d'embêter Mohamed VI pour avoir un plus grand minaret. C'est au-delà de la crise de foi, FOI, que Bouteflika aurait sur la fin de sa vie. Est-ce que l'Algérie avait besoin d'une mosquée comme ça, qui était juste uniquement pour permettre de canaliser l'évolution politique de certains courants islamistes, mais juste comme ça, pour une sorte de rivalité avec le Maroc? Cet argent-là aurait dû aller aux jeunesses algériennes. C'est évident. Et ça n'est pas arrivé. Je crois que le dernier point commun entre le Nord et le Sud, pour faire un trait d'humour, c'est qu'on ne trouve pas du boulot en traversant la rue, évidemment, et que ça doit évidemment venir de là-haut. Et ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui. C'est comment, dans des évolutions de société, on crée de l'emploi pour les jeunes et pour les moins jeunes. Moi, j'ai pas la réponse. Je veux dire, sinon... Oui, mais côté tunisien, j'ai eu l'occasion de discuter avec le président Bourguiba à l'époque, et je lui ai demandé s'il voulait diversifier son industrialisation qui était à Bizerte. Parce que le phosphate à Metlaoui, il est fortement concurrencé par les phosphates marocains qui sont de très loin majoritaires. Et alors, qu'est-ce qu'ils avaient à part le tourisme? C'est un peu dangereux. À ce moment-là, il n'y avait pas les forages pétroliers qui apprennent l'île de Kerkena maintenant, entre Sfax et Kerkena. Mais alors, il dit oui, comme tout bon politicien, mais la diversification, même dans le nord de la Tunisie, n'a pas eu lieu. Alors qu'ils avaient de l'eau, Bizerte, il y a la Medjerda qui coule toute l'année. Donc, là encore, un défaut. Pourtant, Bourguiba avait fait le geste courageux de dire « Je veux que 90% des enfants en âge primaire soient scolarisés ». Et effectivement, il avait dispersé ses instituteurs pendant 10 ans partout. Et même dans le désert, ils étaient envoyés de force puisqu'ils étaient payés pour leurs études à l'école normale de Tunis. Et il y a pendant 10 ans, ils étaient au service. Mais la diversification n'a pas eu lieu. Alors je suis fort étonné quand vous dites que la Trabelsi et que Ben Ali et la famille Trabelsi ont tenté de se dégager d'influence extérieure. Moi je croyais qu'avec leurs 5 mandats successifs, ils faisaient partie d'une espèce de corruption. J'ai jamais dit ça. Alors j'ai dit qu'ils ont pris une grande partie de l'argent qu'il y avait, mais ils ont toujours cherché à ne pas être dépendant, le pays, des institutions internationales de financement considérées comme à la solde des capitalistes et des occidentaux. Ça ne les a pas empêchés de partir avec pas mal d'argent, etc. Ça, on le sait très bien. Le clan Trabelsi, on sait qu'ils ont été spécialistes là-dedans. Ce que vous dites sur la diversité... Alors, il y a du bien et du pas bien. Le Maroc, par exemple, est diversifié. Quelles sont les richesses du Maroc aujourd'hui? Le Maroc a le tourisme qui s'est relativement maintenu. Quand on est un Européen, au moment des printemps arabes, on se dit, bon, j'allais en Tunisie, je crois que c'est plus trop le moment. Le Maroc, ça peut aller encore, ça bouge pas trop. Aujourd'hui, la Turquie, voilà, ça pose question. Enfin, en tout cas, moi, en tant que chercheur, je n'ai plus trop envie d'aller ni en Turquie ni en Égypte. Donc, du coup, ils allaient en Espagne, au Portugal, etc. Le tourisme a globalement été relativement préservé au Maroc. Ça, c'est resté une valeur sûre. Les phosphates sont la première ressource. Et donc, phosphate en premier. Troisième, le tourisme. Et le deuxième, ce que vous avez. Ce qui est intéressant en termes de solidarité et de lien, justement, notamment au niveau de l'identité,
ce sont les revenus des résidents marocains à l'étranger. Il faut savoir que les Marocains sont parmi les 10 plus grandes diasporas au monde. Vous avez 35 millions de Marocains, dont 10 millions qui sont un peu partout. Cousins, au Canada ou ailleurs, etc. Ça a permis de maintenir à flot un pays. Quand vous avez ce que j'appelle dans mon bouquin la dépendance Western Union, les Marocains ont été contents que le gars il a perdu son temps en inventant ça, quoi. Ça, c'est intéressant. Vous avez une diversification de l'économie au Maroc, vous avez des ressources extérieures qui permettent de balancer, mais vous avez encore 40 à 45% d'analphabètes quand vous allez au fin fond de l'Atlas, etc. Est-ce que ça ne devrait pas, par exemple, être la priorité du palais? Plutôt qu'un TGV que Sarkozy a vendu aux Marocains et qu'on n'a rien à cirer, et qui, du coup, font qu'on crée des magnifiques lignes de TGV pour aller de Tanger à Marrakech, qu'aucun Marocain n'aura les moyens de se payer, mais qu'on n'entretient pas les lignes secondaires, comme le drame qu'il y a eu entre Rabat et Kenitra avant-hier. Ça, c'est les vraies questions qui se posent. Quand vous allez en Tunisie, zéro diversification, enfin, en tout cas, difficulté de balancer depuis la Révolution la chute des investisseurs et le tourisme qui a vraiment du mal à reprendre et qui reprend timidement. Vous avez de l'autre côté une société civile extraordinairement développée issue de Bourguiba, et vous avez évidemment un taux d'alphabétisation et une élite et une société civile et des gens qui, enfin je veux dire, quand on fait des débats, allez, je vais parler 2 secondes en tant qu'intellectuel. Quand vous faites des débats et des conférences entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, je veux dire, je ne vais pas dire qui, quoi, comment, etc. Mais tout ça n'a rien à voir. Il y a vraiment en Tunisie et c'est ça qui probablement a permis de soutenir la révolution, une société civile, des intellectuels, des gens qui écrivent, des gens qui lisent, sans commune mesure avec le Maroc par exemple. L'Algérie, il y a encore un peu avec des éditeurs qui essaient de faire ce qu'ils peuvent, malheureusement. Donc vous voyez, c'est pas ou tout l'un ou tout l'autre. Il y en a qu'on s'y, il y en a qu'on pas, etc. Ça fait partie, c'est la vie, c'est le yin, le yang, le machin. Mais voilà, chacun de ces pays avec leur diversité. Mademoiselle. Merci. En fait, je vais compléter avec ce que vous avez dit en 92, il y a eu 10 ans de terrorisme en Algérie. On n'en parle pas beaucoup, mais vous parlez du président qui est sur une chaise roulante et qui s'y est renforcé par la suite. Quand je pense qu'en fait, il y a des mouvements séparatistes qui vont être renforcés, comme par exemple au nord de l'Irak, où il y a Bernard-Henri Lévy qui a été renforcé, le mouvement irakien du Nord kurde, pour créer... Bernard-Henri Lévy tout seul. Voilà, encore plus renforcé. Je pense que ce qui se passera en Algérie, en fait, c'est le mouvement Bernard qui va se séparer, le mouvement mozambique, le mouvement arabe, donc on va retourner, donc je ne veux pas dire à l'époque terroriste, parce que vraiment je ne le souhaite pas, mais en tout cas, la solution, on ne l'a pas. Et enfin, juste pour répondre en fait, à cette question que je me pose, vous avez fréquenté des jeunes, vous avez étudié avec des jeunes, donc la jeunesse arabe souffle l'esprit, donc elle s'informe, elle est cultivée, et la jeunesse ici, elle va vers le radicalisme. Enfin, c'est l'impression que j'ai eu en tout cas par rapport à Molenbeek, quand vous parlez d'ailleurs de Molenbeek, et j'aimerais comprendre ce point. Non. Alors peut-être que c'est apparu comme un raccourci à un moment ou à un autre. Alors, concernant la première question sur l'Algérie et sur le grand mystère de l'Algérie, personne ne sait comment ça va évoluer. Personne ne sait s'il va y avoir un 5e mandat. Personne ne sait pour l'instant qui soutient l'armée. En fait, qui l'armée soutient, c'est la seule question qui vaille. Armée et DRS. Est-ce qu'il y a un risque de... Je ne sais pas. Moi, l'argument, et je l'ai beaucoup entendu des jeunes Algériens là-bas, il y a eu la décennie noire, on en a soupé, etc., machin, ne plus jamais ça, ce serait pour ça qu'il n'y aurait pas eu de printemps arabe algérien, etc. C'est un peu bizarre, mais je suis un peu sceptique là-dessus. Moi, le plus jamais ça, en général, ça appelle un nouveau jamais ça. L'instabilité qui pourrait survenir au moment des élections, la partie du sud algérien qui, sécurisée, pas sécurisée, reste quand même idéologiquement et symboliquement un des foyers historiques du djihadisme, Boko Haram et compagnie. Je crois qu'un certain nombre de ceux qui ont pris la poudre d'escampette depuis Daesh et puis depuis le Sirak, la terre de Shams,
ces fameux returnees qui ne sont pas returnés. Où sont-ils? On en a qui sont partis sur les terrains d'Afghanistan, sur d'autres nouveaux terrains de djihad, Indonésie notamment, il y a 300 millions de musulmans, donc sur la proportion on peut arriver à un peu agiter malheureusement les choses, et puis sur des terrains historiques. Le sud algérien, on avait vu la prise d'otage à Anan-Emma, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a 2 ans, pose une vraie question à partir du moment où le pouvoir relâche de la pression. Est-ce que ça va imploser, exploser, je ne sais pas quoi? Ça, c'est une vraie question. C'est l'argument d'ailleurs du pouvoir. Nous, on est là et on est là. C'est nous qui vous avons libéré les Français et c'est nous qui vous avons ramené, la paix et la concorde en 92 après une décennie tragique. Bien sûr qu'aucun Algérien n'a envie de revoir ça. Est-ce que pour autant réclamer un mouvement de transition démocratique et autres, c'est risquer de basculer dans le chaos? Ça, quelques semaines avant la Tunisie, personne n'a vu venir. Pas un seul, ni Bernard-Henri Lévy, ni tous les autres d'ailleurs. Donc ça, c'est évidemment une vraie question. Sur ce que vous avez peut-être pris pour, de ma part, une généralisation ou quoi ou qu'est-ce, j'ai pas parlé des 1600 Tunisiens radicalisés qui sont partis. J'ai parlé de cet aspect-là à un moment sur ça. Et là, quand j'ai parlé tout à l'heure des dérives potentielles des jeunes issus d'Europe, c'est juste pour dire que nous partagions ce que certains se refusent à penser, notamment les Français qui étaient persuadés, encore une fois, comme souvent, que c'était un problème franco-français, et puis c'est tout la radicalisation, que si on ne s'inscrit pas dans une dynamique franco-belge, euro-méditerranéenne et autres, si on ne comprend pas que ces processus-là ont touché aussi bien le Nord que le Sud, si on ne sait pas qu'il y a près de 1500 Marocains qui sont partis rejoindre Daesh, si on ne sait pas que la Tunisie, dans le grand paradoxe à la fois d'avoir été ce pays de la transition, a été le plus gros contingent pour Daesh, pour plusieurs raisons, évidemment, on ne comprend pas tout. J'ai cité ces exemples-là, notamment parce que j'ai essayé d'œuvrer et de militer pour la réhabilitation de l'image de Molenbeek, notamment dans beaucoup de séances de prévention de la radicalisation que j'ai fait en France et ailleurs, en dédjihadisant l'image que les Français avaient de Molenbeek. Je vais vous donner juste un exemple, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. J'ai pas dit que tout le monde dérivait, je sais pas quoi, etc. J'ai plein de copains belgo-marocains qui sont des gens très bien. Je rigole, parce que je veux dire, je ne suis pas dans cette généralisation. Et c'est là toute la déconnexion du politique, d'ailleurs, qui est intéressant. J'avais rendez-vous il y a quelques temps, enfin je l'ai vu plusieurs fois, avec Gilles de Kerkhove, qui est le coordinateur de la lutte antiterroriste de l'Union européenne. Et il avait une jeune recrue, détachée du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères français, un gars de 30 ans, comme ça, un peu français, arrive. Et il connaissait rien au sujet. Et il me dit une fois, ça te dérange, il faudrait quand même que j'aille voir ce que c'est Molenbeek. Mais ça te dérange si on y va à 2, parce que moi, mes collègues m'ont dit que c'était quand même pas très sécure, quoi. Et est-ce qu'on peut y aller ensemble? Je dis, tu veux faire quoi, une chicha? Tu veux manger un shish taouk dans la rue? Enfin, qu'est-ce que tu veux faire ça? Et le gars, Union européenne, fonctionnaire international de ce qu'on veut, les mecs ils planent là-haut, quoi, comme l'hélicoptère au moment des sommets européens à Bruxelles. Et il a découvert Molenbeek, quoi. Et il a compris que voilà. Et lui qui vient de France, je lui dis, tu sais, il y a des choses qu'on a dit, il y a des choses qui sont réelles. Mais tu vas dans les quartiers pourris de Marseille. Enfin, moi je dis pourris parce que c'est des quartiers pourris. Personne dans l'absolu n'a envie de vivre dans ce que les Français ont fait dans les années 70, de communautariser les gens, pour ensuite les accuser de communautarisme. Les quartiers nord de Marseille, pas très loin de la Belgique, des endroits comme Roubaix, des villes comme Trappes, et tant d'autres lieux. Donc voilà, c'est parce que j'ai cité un exemple dans l'exemple, et comme j'ai l'esprit d'escalier, j'ai peut-être pas à un moment pensé ce que je fais en général, à faire le contre-exemple. Je ne sais pas si ma façon de dire, je vais prendre la parole peut-être à la part des jeunes arabes, mais en tant que Tunisienne, en fait, je sais pas, j'avais bien entendu, parce que
je l'ai dit, j'ai bien compris les principes et tout, mais j'aurais préféré l'appeler lettre pour les politiciens arabes, en fait. Parce qu'à un moment donné, quand on veut donner, en fait, on veut que la jeunesse arabe arrive à faire le changement, que, voilà, ils essaient. Tu avais bien dit tout à l'heure, en fait, voilà, c'est que les jeunes au Maroc, etc., qui étaient là, vous avez bien compris, qui venaient forcément de classe sociale, bien, si je peux dire, bien vus et bien entretenus, en fait, en Tunisie, mais après, en fait, à un moment donné, les jeunes sont là, ils sont créatifs, ils veulent, en fait, le changement et tout, mais le problème, c'est qu'il y a toujours, en fait, un mur. Juste au moment où on veut faire le changement, ben, vous avez dit, on leur coupe les ailes, en Tunisie on dit, on leur coupe les pieds. Et c'est vraiment le mot en fait, parce qu'à un moment donné, quand on essaie d'aller plus loin, ça ne marche plus. Et quand vous dites qu'il y a des gens qui veulent rester ici, je veux dire ici, au pays en fait, pour faire le changement, j'en ai vu vraiment presque beaucoup plus qui veulent vraiment quitter. Et à un moment donné, le mot quitter, on ne sait jamais si on va revenir ou pas. Personnellement, le jour où j'ai quitté, par exemple, la Tunisie, je suis là depuis 7 ans à peu près, et je ne voulais même pas quitter déjà. Pour des raisons d'autres, d'injustice ou autres, j'ai décidé de quitter, d'aller chercher des études ailleurs, et en pensant qu'un jour je vais revenir pour faire ce changement. J'avais toujours espoir, jusqu'au dernier jour, disons, mais quand on voit en fait comment ça se passe, la corruption qui ne s'arrête pas, il y a tout en fait qui va mal, et à un moment donné, on essaie toujours d'avoir espoir et tout ça, mais à la fin, il y a un problème. Les jeunes, ils sont là, et à un moment donné, ils sont désespérés. Les jeunes qui sont avec leur master, etc., qui sont en chômage depuis 10 ans. Donc quand on parle d'une jeunesse d'aujourd'hui, il faut voir déjà la jeunesse depuis 10 ans qui sont encore là et qui ne savent pas faire le changement. Ils sont plus si jeunes. Voilà, j'ai pas dit qu'ils sont pas jeunes, mais voilà. Mais en gros, si on doit attendre encore 10 ans ou 20 ans, je ne vois pas vraiment l'intérêt en fait. Donc, à un moment donné, il ne faut pas demander aux jeunes d'essayer eux-mêmes de faire le changement, parce que quand ils ont essayé, voilà, je prends la Tunisie, pas autre, on voit très bien ce qui s'est passé. Et on va espérer que les autres ne vont pas durer aussi longtemps que 93 ans ou 3, mais voilà, on ne sait jamais jusqu'à quel âge ils vont arriver. Presque, je le dis comme ça d'une manière rigolote, mais parfois je dis j'attends que les autres meurent pour qu'on peut aller prendre leur place, parce qu'à un moment donné, qu'ils laissent leur place aux jeunes, ça va être un peu chaud en fait. Donc voilà, je ne sais pas votre avis par rapport à ça, mais... Mademoiselle, est-ce qu'on n'est pas d'accord? Oui, en gros, mais je vois que quand même, vous dites que c'est la jeunesse où il faut vraiment insister. Alors, je dis... bon, le titre, on a réfléchi X temps. L'idée, on l'a dit, c'était au nom de, à destination de. Je pense avoir souligné largement que l'idée était de s'adresser aux classes politiques, parce que c'était évidemment les personnes en charge qui étaient à même de faire ce changement ou pas. Je trouve que pour éviter ou les clichés ou les stéréotypes ou ce genre de choses-là, pour aller à l'encontre du discours populiste qui dirait tout le monde veut venir, je ne veux pas m'inscrire dans ce discours qui serait de dire et de porter cette voix de « ils veulent tous s'en aller ». Je trouve que ça donne et ça sert un certain discours qui ne me plaît pas. Nonobstant, comme les gens intelligents me disent, paraît-il, j'ai bien conscience que beaucoup préfèrent s'en aller, souvent d'ailleurs en ayant une image biaisée de l'Europe ou quoi aux caisses, mais ceux qui restaient ou qui préféraient rester me disaient, et c'est l'intérêt des médias et autre chose, on va se retrouver là-bas, il y a du racisme, il y a de la xénophobie, il y a de l'islamophobie, etc. Wallah, j'ai même pas envie d'aller jusque-là, je sais déjà comment ça va être, je reste au bled. Et ça, du coup, c'est ce tiraillement permanent entre j'en ai marre de mon pays, je vais partir, alors, et puis, même si j'ai la possibilité de, et tout ce qu'il y a autour, est-ce que ça va être bien, pas bien, je sais pas quoi. J'ai plusieurs exemples. Je pense à Oussama, par exemple, à Tunis. Il voulait quitter étudiant brillant, école de commerce et tout. Il voulait quitter la Tunisie
pour aller, son rêve, en Allemagne. Je dis quelqu'un qui rêve d'aller en Allemagne. Déjà, je dis, chapeau. Et qui parlait allemand. Je dis, waouh, schön. Et il a fait une première demande de visa. Et il a fait une deuxième. Sa fille, c'était fini, il a arrêté là. Et quand j'en parle, je vais en Tunisie la semaine prochaine, quand j'en parle avec lui, je dis, mais cette envie que tu avais de partir, c'était une opportunité, c'était un vrai choix, c'était j'en ai ras-le-bol de mon pays, c'était quoi? C'était, j'avais envie de partir parce que j'en avais marre, et puis bon, j'ai essayé 2 fois, j'ai vu que ça ne marcherait pas, et donc voilà, j'essaie de faire quelque chose ici. Et il ne fait pas grand-chose là-bas. Alors, c'est tout cette sorte de pas bien là-bas, pas bien ici, l'herbe est plus verte ailleurs, mais en même temps, oula, au devant de quoi je vais. J'ai un ami qui a quitté la Tunisie, deuxième exemple, Jamil. Il a fait marketing, je sais pas quoi, là, fidéliser la clientèle. Voilà. Et il est parti il a un master. Hein. Et il se dit avec mon master, machin, etc., les équivalences, HEC de Carthage, tout le bazar. Ça fait 3 ans qu'il est en Italie, entre Rome et Florence. Voilà. Alors, et il ne veut pas rentrer en Tunisie pour autant. Ses parents sont de Kérouan, machin, etc. J'en ai un autre qui est en Tunisie, qui lui n'a pas fait d'études, il travaille dans un bar, il est content, il adore voir des Européens. Mais lui, ça ne lui traverse même pas la tête de se dire « Ouais, j'en ai marre de ce pays » et passe son temps à râler. Hein. Pour lui, c'est juste « Mais comment je pourrais partir ?» Donc c'est l'autocensure qu'on trouve dans beaucoup de cas d'ailleurs. Le gars qui est fils de boucher et qui veut être architecte, il se dit « Mais je ne serai jamais architecte » parce que voilà, et c'est souvent comme ça que les projets malheureusement et les espoirs s'éteignent. Donc chaque situation, elle est, et surtout sur la migration, vous savez très bien que l'immigration marocaine, elle devait être provisoire. Et puis voilà, après, regroupement familial, etc. Et je pense, et j'ai ce sentiment que dans ces familles déchirées et divisées, entre celles qui sont restées au bled et celles qui habitent ici, enfin, cette même famille et ces personnes, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, pas de mensonge, mais d'illusion commune, c'est-à-dire que, et je le vois bien avec mes amis belgo-marocains, certains quand on va dans leur famille, c'est toi, t'es en Europe, t'as réussi, machin. Les personnes, je les connais, elles sont ici, en Europe, au chômage, en galère, elles n'ont pas d'argent, mais elles vont quand même donner de l'argent à la cousine, à la tante, etc., qui sont là parce qu'elles sont en Europe et ils ont réussi. Et du coup, dans la tête de ces personnes, je me dis, mais c'est encore plus dur, parce qu'elles ne se sentent pas successful, intégrées, alors que nées ici, on leur renvoie toujours cette différence, et puis, pour certaines en échec, et quand elles rentrent dans le pays dit d'origine de la famille, elles doivent encore en plus faire bonne figure, parce que ouais, tu vas pas commencer encore à râler, toi t'es en Europe, t'as la belle vie, t'as machin, etc. Si tu travailles pas, t'as les allocations et tout. Donc c'est un truc, je me dis, mais on doit péter un câble à un moment, on doit avoir la tête qui explose, parce que du coup on est dans le mensonge mutuel des choses. Et ça, c'est à mon avis, je pense, j'ai ressenti ça comme ça, c'est souvent dur, quoi, et assez bouleversant. Vous avez parlé des questions de l'identité et de la migration, et je trouve ici que vous évoquez aussi le problème du chômage de ces jeunes inactifs, mais je crois que le problème il existe ici et ailleurs, donc c'est vraiment, même si les jeunes, il faut plutôt résoudre le problème chez nous, enfin chez nous, je veux dire ici en Belgique, je suis belge, même si je suis d'origine tunisienne, donc je reste belge. Ça fait la Tunisi Connection ce soir. Oui, les Tunisiens sont bien présents. Mais les guides aussi. Voilà. Et donc, moi je trouve, oui, la source et l'origine des problèmes et du mal-être dans le monde aujourd'hui, et des problèmes, comme vous parlez de l'intégrisme et tout ça, ces questions identitaires.
Et justement, c'est une question de vivre ensemble avec nos différences. Et donc, tant que ce n'est pas résolu, c'est vrai, il y a les problèmes de l'argent, enfin, il y a pas mal de problèmes autres, mais je crois, si on arrive à résoudre ce problème, ces questions-là, entre nous déjà humains, ça aidera vraiment, et ça va solutionner pas mal d'autres problèmes plus complexes à gérer. Peu importe, ici ou ailleurs, là-bas aussi en Tunisie, il y a cette différence et ces problèmes d'intégration aussi entre le Nord et le Sud. Ici, pareil, moi je suis là depuis 20 ans, les problèmes d'intégration, ça persiste. On vit, on lutte, il faut avoir une forte personnalité ici, de s'imposer, de trouver sa place dans un nouveau monde. Donc moi j'étais ici à 21 ans, j'ai fait mes études ici, j'ai travaillé, puis voilà, il y a eu un changement qui a fait que j'étais restée quand même, avec la crise, j'étais restée presque 10 ans sans travail. Donc je vais dire, tant que ces problèmes persistent, évidemment, il y a toujours, ça n'arrange rien et ça n'est que du mal-être. Je vais dire mal-être vis-à-vis des adultes, puis vis-à-vis des enfants, et ça passe. Je prends l'exemple, l'absence d'institutrices ou de professeurs qui sont de la même apparence que moi, ça pose aussi un problème dans la tête des enfants qui grandissent dans ce monde. Et ils ne voient pas ces gens-là qui sont semblables à leur maman ou à leur sœur ou à leur... ça crée un sentiment de frustration. Moi, j'avais postulé pour l'enseignement et on ne m'accorde pas cette place-là parce que justement, j'ai une apparence différente. Donc, je dois être identique à l'apparence de la plupart, sinon on n'a pas sa place. Et je crois que c'est ce qui est vraiment créé au fond de la personne, un sentiment de frustration. Et je vous l'avoue, moi, aujourd'hui, je suis contente, j'ai trouvé du travail, je suis heureuse où je suis, on m'a acceptée comme je suis, mais voilà, c'était parce que je l'ai demandé, sinon on m'avait aussi demandé d'être comme les autres. Mais j'ai eu de la chance de rencontrer des gens qui respectent mes choix et qui me donnent cette possibilité d'exister dans le monde comme comme tout le monde, et surtout quand on fait des études, on s'investit toute sa vie, après, je ne sais pas, moi, 20 ans d'études, et on vous dit, ah, ça pose problème. On ne vous le dit même pas parfois, on vous le fait sentir, ou bien on vous écarte carrément. Donc, voilà, donc ici, je voudrais bien juste vous dire que, justement, dans cette lettre, moi, désolée, je n'ai pas lu le livre, mais quand j'ai vu le titre, ça m'a touchée. J'ai dit, je vais voir, je suis arabe, et donc j'ai des jeunes, je suis maman aussi, et je trouve que c'est très important de parler de ça. Aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas assez de monde qui écoute, mais je trouve que c'est vrai, poser ces problèmes-là, ça doit toucher le plus de nombre ici, en Europe, et même chez nous aussi. Donc, c'est vraiment faire réfléchir les gens et plutôt agir pour faire changer les comportements des gens. Et vraiment, ce regard qui est... Moi, j'étais aussi comme les autres, quand j'étais ici au début. Et puis, avec le changement, donc je peux vous raconter tout ce que j'ai vécu ici. Parfois, pour une place de parking, j'étais agressée. Parfois, juste dans la file, j'étais agressée. Je suis quelqu'un qui a déjà... comment dirais-je, j'ai ma personnalité, je sais qui je suis. Je ne suis pas la petite jeune qui a 15 ans ou 20 ans, qui est encore fragile. J'ai cette force, et heureusement. Mais justement, aujourd'hui, j'ai envie de le dire, parce que, voilà, si vous avez une voix, en tant qu'auteur, vous écrivez des livres, je crois qu'il faut d'abord résoudre ce problème-là. Et quand quelqu'un comme moi, ou quelqu'un qui porte un foulard, peu importe, qui est différent, qui est arabe, qui l'affiche peut-être, plus que quelqu'un d'autre qui est identifié comme tout le monde, il aura sa place, il ne sera pas écarté rien que parce que, moi je crois qu'il faut voir le contenu et pas juste l'apparence. Il faut respecter les gens, peu importe, parce que parfois on est aussi surpris, comme vous dites, le petit garçon de 15 ans qui vient, je ne sais pas d'où, il a pris un bus, pendant 23 heures, un voyage, mais il a aussi ce petit garçon, vous voyez, donc on peut pas... On doit donner de l'importance à chacun.
peu importe où, un enfant, une femme, une maman aussi. Moi, je trouve les femmes, il faut leur accorder beaucoup d'importance. Moi, ici en Belgique, je pense à ces femmes-là qui n'ont pas fait d'études, qui ne parlent pas français, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui sont pour le moment chez elles. Et ces femmes-là, on ne leur donne même pas le droit de réagir ou de montrer parfois une colère ou exprimer